peut globalement retenir que le droit positif exprime l'exclusion et les droits fonciers locaux, par contre, présentent un arrière-plan d'inclusion. Le principe fondamental, c'est d'inclure, de élaborer ou construire un patrimoine familial ou communautaire ou collectif et en assurer l'accès de manière diversifiée à une grande panoplie de personnes et aussi l'utiliser comme un instrument de mobilisation du travail et de mobilisation des alliances. Alors que de l'autre côté, le droit positif, c'est de s'assurer de la clarté, de la propriété exclusive d'un patrimoine privé dont on assure la maîtrise, et le transfert et éventuellement l'abusus, ça veut dire la vente ou tout ce qu'on veut en faire de manière privée. Parce que c'est les deux principes essentiels d'exclusion d'un côté, l'inclusion, les alliances, le commun, le collectif de l'autre. Et aussi, c'est un espace de création d'identité. Oui, et on peut globalement deux grands types d'exploitation. Les exploitations donnant sur des ressources qui sont exclusives, même si gérées par des droits locaux. Et quand vous cultivez la terre, que vous récoltez les produits, et au moment où votre culture occupe l'espace, cette culture vous appartient à vous et à vous seuls et aux personnes qui ont des droits d'accès direct autour de vous. Et par contre, quand vous exploitez un pâturage, pendant que votre animal est en train de brouter sur cet espace, cela n'empêche pas que des animaux appartenant à d'autres personnes viennent brouter. Quand vous avez le droit de cueillir des fruits sur une plantation qui est véritablement attitrée pour ça, c'est les anacardiers. Les anacardiers sont exploités essentiellement pour les noix, mais pas pour la pulpe. La pulpe est laissée à la veine et cueillette par tout le monde. Donc, pendant que vous, comme propriétaire, vous faites un droit exclusif des noix, n'importe qui peut venir cueillir la pulpe. Donc, les exploitations pastorales donnent droit à des formes d'inclusion autour des ressources, permettant à plusieurs personnes de venir accéder à ces ressources-là, pendant que les exploitations agricoles créent des instants d'exclusion à l'intérieur de la communauté au profit de quelques personnes qui, à un moment donné, utilisent ces ressources. Les droits de chasse également gardent une ouverture pour la multiplicité, la pluralité d'accès. Et la cueillette de bois de feu également permet ce genre d'ouverture. Les exploitations agricoles, on va distinguer à l'intérieur les cultures annuelles des cultures pérennes. Les cultures annuelles introduisent une flexibilité dans l'exploitation de la terre, permettant à des gens d'utiliser cette terre de manière rotative d'une année à une autre, d'une saison à une autre. Et par contre, dès qu'une culture annuelle, une culture pérenne, est mise sur une terre, cacao, palmier à huile, cela crée de fait l'exclusion à l'intérieur de la famille au profit des individus qui ont planté ces cultures pérennes. Vous imaginez des groupes humains installés dans de vastes espaces avec la brousse, la forêt autour et qui ont à défricher cette forêt pour y mettre des cultures. Et ensuite, créer des espaces humains sécurisés pour y vivre avec ces vastes espaces et cette densité assez lâche à l'époque. Et on comprend très vite que des communautés dites autochtones, les premiers installés, aient été jusqu'à date récente ouvertes à accueillir d'autres communautés, à avoir des gens qui s'installent à côté d'eux. Et donc, les contrats ou bien les droits locaux ont eu pour principe général d'utiliser les ressources foncières pour créer des alliances sociales et créer des cohésions à l'intérieur des familles. Quelles que soient les localités qu'on regarde,
et on autorise les troupeaux et les pasteurs à passer, à s'installer un temps, avec les calendriers agricoles, quand on s'accorde bien, un troupeau qui passe à la suite d'une récolte, c'est un excellent instrument de nettoyage du terrain en même temps que l'amélioration de la qualité du sol automatiquement. Il repart et puis la culture se remet en place. Cela donne moins de travail et puis si on a un fond de terre assez disponible, accueillir des populations venues d'ailleurs, c'est également nouer des alliances et permettre aux bras qui arrivent d'aider à mettre en valeur la terre. Donc, c'est un principe de co-gestion de ressources communes qui, de toutes les façons, aurait été difficile à mettre en valeur autrement. Et en même temps, cela permet de nouer des alliances. Beaucoup de migrants ont stabilisé leur rapport à la terre grâce à la mise en mariage de leur progéniture avec les progénitures de la famille accueillante. Dans tous les sens, hein, la femme donnée là-bas, ou bien c'est l'homme le garçon qui va trouver une épouse dans la famille d'accueil, etc. Cela consolide les liens et stabilise autour de leur tête. On va zoomer sur la famille. Quand on regarde la communauté, c'est plusieurs familles qui se juxtaposent et qui délimitent leur propriété dans l'espace villageois. Mais quand on a une famille, un chef de famille, des jeunes, des femmes, il y a un droit collectif au niveau de la famille, avec des obligations qui vont avec, et des droits individuels qui évoluent avec le temps. Alors, autour du foncier, le chef de ménage, c'est le langage qu'on a utilisé, le chef de ménage a une obligation d'assurer la reproduction de la force de travail, donc, entre griffes, la sécurité alimentaire. Et donc, pour assurer cette responsabilité, dans son ménage, le chef de ménage a un droit exclusif, en tout cas, un droit de priorité sur la mobilisation de la main-d'œuvre et une partie des ressources foncières pour des cultures alimentaires de base et éventuellement des cultures de rente qui lui assurent des revenus qui doivent être redistribués pour satisfaire les besoins. Mais ceci n'est pas pour occulter les droits d'épanouissement individuel des autres, femmes et garçons, à partir pour les garçons d'un certain âge de maturité, qui se développent ce qu'on appelle des activités parallèles. On le retrouve dans presque toutes les études de la sous-région. Une fois que le jeune a fini d'investir son travail sur le champ qui est dit collectif, le champ est dit collectif, mais en réalité, c'est le champ géré par le chef de ménage, il a la liberté, dans l'après-midi, de prendre une portion de terre sur le patrimoine familial et mettre en valeur à sa guise et faire des revenus qui tirent de là ce qu'il veut. La même chose pour la femme. La femme a des obligations sur des activités précises. Elle est mobilisée pour faire le semis et pour faire la récolte. Pour le reste du temps, elle utilise son temps pour autre chose. Et ce temps peut être utilisé dans des communautés qui ne sont que paysannes. Ça veut dire que, fatalement, chacun a droit à une certaine portion de terre. Et c'est pour cela que les études, entre-temps, qui limitaient le ménage à une seule exploitation agricole dirigée par le chef du ménage, il leur a échappé tout ce qui est produit par les jeunes et par les femmes sur des espaces appartenant à la famille, mais relevant de leur propre gestion. Ce dispositif, qui est bien articulé avec les cultures en miel et la qualité de cette culture céréale et légumineuse, tubercule, des distorsions sont entrées un peu dedans, comme je disais tout à l'heure, avec les cultures pérennes, dont s'arroge l'exclusivité du chef de ménage. Pour la plupart du temps, est le seul qui en fait de culture pérenne. Mais quand la culture pérenne, palmier à huile, cacao ou EBA, est considérée par le chef de ménage comme fonds de retraite, et à partir du moment où vous immobilisez une bonne partie de la terre quand vous avez les 50 ans, et vous mettez sous culture pérenne et que les jeunes ne trouvant plus leurs espaces, ils partent, et voilà, c'est en ce moment que
le droit foncier a cessé véritablement de créer une ouverture pour chaque partie prenante de la famille à trouver ses espaces. J'ai dit que l'espace villageois, on peut distinguer le patrimoine familial, mais le patrimoine globalement communautaire et puis d'une famille à une autre, et les différentes ressources qui peuvent être prélevées sur les ressources foncières. J'ai parlé de la cueillette. Il y a même des fonds de forêt, comme les forêts de karité, qui a priori n'appartiennent à personne et appartiennent à tout le monde. Et n'importe qui dans l'espace villageois, surtout les femmes, vont aller cueillir les karités, les ramasser d'ailleurs, c'est ça qu'on partait, on les ramasse, et il n'y a pas d'exclusion de personnes, bien que les terres peuvent être indiquées comme appartenant à une famille, n'importe quel membre de cette communauté, ou même des communautés voisines, peuvent venir prélever. C'est ce qui fait qu'on parle de faisceaux de droits qui s'accumulent sur le même espace ou pour les mêmes individus qui, ayant des droits privatifs sur certaines portions de terre, peuvent bénéficier du droit d'accès et d'utilisation sur plusieurs types de ressources sur la terre, même si, a priori, ils n'ont pas le droit de cultiver particulièrement sur une terre précise. Mais en réalité, quand on reprend la terminologie dans les localités, et les types de négociations ou les formes d'accès à la terre sont très, très, très diversifiées, variées et surtout très dynamiques en fonction des évolutions. Les gens ont la capacité d'inventer de nouveaux modes d'accès indirect, de faire de la loi indirecte. Le métayage, par exemple, peut prendre plusieurs formes. Il y a le métayage sur terre nue, le métayage sur terre occupée par une culture pérenne comme le palmier, qui va de pair avec les obligations d'entretien de la palmeraie par des élagages, etc., et des clauses relatives au prélèvement ou non, au partage des régimes qui seront récoltés en temps. Si il s'agit de palmeraies vignobles, c'est des palmeraies que l'on laisse jusqu'à un certain âge, 5 ans, 6 ans, pour les abattre et en tirer le vin. Mais si les cultures annuelles qui sont développées à l'intérieur par le métayer ont entraîné des fertilisations qui profitent aux palmiers et qui font que les palmeraies donnent très tôt des régimes, des droits d'utilisation de ces régimes-là sont concédés et constituent des clauses assez différenciées de ces formes d'accès à la terre par des locataires ou des métayers, etc. Alors, quelqu'un qui se trouve en situation de difficulté matérielle vient vous voir pour dire « je vous cède ma terre à tel prix ». Vous enregistrez cela comme étant une transaction et d'abus total de cette portion de terre. Vous pouvez même signer des papiers. Il prend l'argent, 2 ans, 3 ans après, il revient vous voir avec le montant pour dire ça y est, tu peux prendre ton argent, moi je reprends ma terre. Je crois que nous avons encore à documenter et à traduire dans les termes, à être fidèles en interprétation par rapport à ces différentes formes d'accès qui existent dans les différentes communautés. Les Ivoiriens ont commencé quand ils disent planter partagé, qui est une façon de restituer fidèlement les modalités effectives de ces formes d'accès.